Quand même un autre exemple à la tribune, c'est la situation de Cuba, qui est confrontée à la fois à un durcissement du blocus américain, à l'attaque des pays alliés dans la région, que ce soit le Brésil, le Venezuela ou d'autres, et malgré ça, Cuba continue de résister. Qu'est-ce qui se passe à Cuba? Bon, bonjour à tous, merci de l'invitation. D'abord, un grand merci à la mairie de Vénusier, à Madame la maire, à les organisateurs de cette traditionnelle rencontre internationale qui permettent aux communistes, je pense, des 4 coins de la planète de se rencontrer, de partager ces visions et les esprits de combat qui, je pense, c'était aussi important de les faire de manière traditionnelle, périodique. J'ai préparé toute une intervention concernant l'écologie, ce que j'avais prévu. Je pense que ça va aller coller mieux après, à 14 h, quelque chose comme ça. Un petit peu des commentaires, un petit peu de réflexion, des lignes concernant l'actualité à mon pays. Et je serais plus intéressé à répondre à vos questions, à savoir qu'est-ce qui vous intéresse de mon pays. Alors, je vais souligner quelques éléments. Concernant la situation interne à Cuba, c'est important de dire qu'après février de cette année, vous m'entendez bien, hein? Oui. Après février de cette année, on a eu une nouvelle constitution. Après la dernière constitution à Cuba, c'était approuvée en 1992. Pendant toutes ces années, on a fait quelques rénovations, quelques modifications, quelques mesures, quelques politiques. On est arrivé à une situation dans laquelle il a fallu renouveler la Constitution pour mettre à jour tous ces éléments. Important de souligner que l'article 5 de la Constitution, de la nouvelle Constitution cubaine, réaffirme la nature communiste du projet révolutionnaire de mon pays. C'est une question qui est hors de discussion. Ça s'est ajouté à la Constitution en 1992 et c'était réaffirmé à l'article 100 de la nouvelle Constitution depuis février. L'autre élément important, c'est que, comme je dis tout à l'heure, à partir de 2010, on a développé de nouvelles mesures, de nouvelles politiques pour adapter notre système, notre modèle socialiste, communiste, à l'escenario actuel de Cuba, même de la région, qui a changé beaucoup pendant les 20 années dernières, et aussi la situation internationale. C'est un petit peu l'exercice du pouvoir, parce que il y a des demandes de la population, il y a des questions difficiles à gérer du point de vue économique, il y a des questions d'ordre politique aussi qui sont importantes. Donc ça c'est un petit peu l'exercice des partis communistes à Cuba pour résoudre et pour mieux répondre à la demande des gens. Important aussi parce que la question du salaire, du pouvoir d'achat, ça pose pas mal de questions à nos amis communistes en France. Je voudrais vous informer qu'à partir de juillet de cette année, on a expérimenté une grosse augmentation de salaire de tous les secteurs des entreprises socialistes, y compris les secteurs de l'appareil de l'État, parce que ça a été traditionnellement l'appareil dont les salaires étant les plus bas. Ça a été une décision prise par Fidel quand la révolution a commencé à prendre forme, de baisser les salaires de l'appareil de l'État en améliorant les salaires des entreprises et des travailleurs. Et on a eu une situation qu'il a fallu gérer, et depuis juillet, on a augmenté tous les salaires du secteur estatal, du secteur de la propriété socialiste. La moyenne était avant 700 pesos, et on a presque doublé, parfois quelques-uns ont triplé et quadruplé leur salaire. Donc on a une situation maintenant du point de vue du salaire mieux. C'est vrai qu'il y a d'autres défis, dont je vais parler un petit peu après, qui font un petit peu plus complexe la situation, mais du point de vue du salaire, ça va mieux.
dans les affaires internationales qui sont essentielles pour mon pays, parce que nous sommes une toute petite île avec des ressources matérielles limitées, et donc on doit être ouvert à l'international. Je vais vous informer un petit peu comment ça passait depuis 5 ans. Avec les 2 derniers ans de la présidence d'Obama, on a fait pas mal des avances, je dirais. On a, pour la première fois depuis le début de la révolution, on est arrivé à nous asseoir avec le président américain, on est arrivé à nous asseoir avec le gouvernement américain, et on parlait en face, en parité, en égalité, on parlait des questions qui nous sont importantes, puisque nous sommes des pays voisins. On a parlé de plusieurs sujets. On est arrivé à que les États-Unis nous regardent comme un pays égal, hein, comme un État souverain et égal. C'est vrai qu'il y a des profondes différences, ils seront toujours là parce qu'ils ont toujours eu l'ambition de que Cuba appartienne à eux d'une manière ou de l'autre. Mais on a réussi à nous en parler. C'est une question importante. Après l'arrivée du Trump à la Maison-Blanche, on a eu un recul total sur toutes les questions qu'on a eu parlé avec Obama. C'est-à-dire qu'on a eu un renforcement du blocus, un renforcement de la rhétorique agressive du passé, on a eu un renforcement de l'agressivité à l'égard de Cuba et à l'égard de toute l'Amérique latine, comme vous pouvez constater. Et je peux dire, sans exagération, que nous sommes dans les pires moments de la relation avec les États-Unis depuis la crise des missiles de 1962. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une relation presque de guerre avec les États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, ils maintiennent presque un blocus de guerre parce qu'ils ne permettent pas que des bateaux y arrivent à Cuba. Il y a presque un ceinture de blocage à l'entourage de Cuba, de l'île. Il y a une image de satellite, je ne sais pas si vous l'avez regardé, il y a une image de satellite qui a été prise, je pense, il y a 2-3 semaines, dans laquelle il se montre qu'il y a beaucoup de bateaux dans les mers de la Caraïbe. Il y a plusieurs bateaux signalés en point bleu, rouge, vert, dépendant de ce qu'ils portent, et aucun de ces bateaux touche Cuba. Surtout les bateaux qui amènent du pétrole, des combustibles, voilà. La loi de Rex-Burton, c'est-à-dire la loi qui implémente les blocus, qui sont une conglomération des lois depuis 1996, beaucoup de lois qui sont ajoutées un sur l'autre, mais jamais depuis 1996, les titres 3 et 4 de ces lois-là a été jamais appliqué. Jusqu'à maintenant que Trump il a décidé de l'appliquer. Le titre 3 et le titre 4, c'est presque un acte de guerre. Il dit tous les Américains, tous les citoyens américains peuvent présenter des processus légaux aux tribunaux américains pour demander des propriétés qui ont été nationalisées quand le début de la Révolution. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes, ce sera une dizaine, je dirais, mais il y a eu pas mal de processus légaux des gens qui se proclament légitimes propriétaires de certaines propriétés qui ont été nationalisées par la Révolution en 1959. Aujourd'hui, ça c'est un petit peu la situation. L'autre question, c'est la question régionale. Vous voyez, il y a toute une vague de droite à l'Amérique latine. Maintenant, il y a quelques éléments d'esprit qui commencent à apparaître, comme dans l'Argentine. On sait bien les différences, on est conscient des différences et des limites de quelques gouvernements de gauche, mais bon, ça c'est un scénario meilleur que ce qu'ils ont aujourd'hui dans l'Argentine. Vous avez vu le tribunal suprême du Brésil a déclaré que Lula a été libre de quelques éléments qui sont de lui accusés. Le Venezuela reste toujours, nos frères vénézuéliens restent toujours là. Et eux aujourd'hui vivent une situation difficile aussi avec les Américains. La Nicaragua, il reste encore, mais ils souffrent aussi pas mal des efforts de déstabilisation du pays.
Vous voyez la situation qu'il y a en Équateur depuis quelques jours, avec Lenín Moreno qui a fait, bon, je ne veux pas parler des gouvernements dans lesquels on a des relations, mais bon, des relations diplomatiques, parce qu'on connaît bien les différences, c'est pas un gouvernement ami, mais c'est un gouvernement avec lequel on a des relations diplomatiques formelles. Ça c'est un petit peu le scénario, je ne sais pas si j'étais un petit peu bref ou non, et je voudrais répondre à vos questions si il y a des questions, des demandes, voilà. La Chine, c'est le troisième partenaire commercial de Cuba, après le Venezuela et l'Union européenne, en gros. Parce qu'on a dû nous déplacer à l'Europe, parce qu'on ne peut pas faire des affaires avec les États-Unis, donc on a dû faire des affaires avec l'Europe. La Chine, il reste toujours avec beaucoup de potentiel pour travailler avec Cuba. Nous avons des excellents projets à mener avec le secteur de la biotechnologie à la Chine. Nous avons la seule industrie que Cuba a dans le secteur biotechnologie hors Cuba, il est en Chine. C'est une question importante pour nous, un tout petit pays, d'avoir une entreprise hors frontière, et ça, il est en Chine. On partage une vision d'arriver au communisme dans nos deux pays. Je ne serai pas en mesure de vous dire quels sont les éléments dans lesquels, en détail, on a des différences dans la construction du communisme. C'est vrai que la Chine n'est pas un pays à comparer avec Cuba. C'est on dirait des antipodes des pays comme la question des ressources minérales, des populations démographiques, tout ça. Donc on est toujours respectueux de la différence d'interprétation et de l'esprit de chacun pour son avenir. On est toujours respectueux parce qu'on était toujours signalé, on était toujours accusé. Donc pour nous c'est important de respecter les choix des autres. Mais en tout cas, on a d'excellentes relations avec la Chine, on parle toujours, des délégations importantes du Parti communiste cubain, ils visitent la Chine, on se parle, on a des stratégies communes pour coopérer et pour partager nos visions du monde. Et la Chine reste un partenaire important dans les questions géopolitiques pour Cuba. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, il fonctionne sur la base du pouvoir. Et il y a des questions qui se déroulent au sein des Nations Unies, dans laquelle il est important que la Chine toujours avoir un rôle on dirait, plus actif, ou plus présent comme on l'est aujourd'hui, parce qu'à la fin, la Chine va devenir la première puissance mondiale. Donc, on a un partage de visions, on a un partage de la vision politique, on a un partage des intérêts. La Chine, elle toujours dit que Cuba c'est son premier partenaire dans l'Amérique latine, surtout pour la question des consensus politiques qu'on a. Mais on voudrait également développer plus de relations économiques. Dans la question de la Caraïbe, c'est une très bonne question. Je ne suis pas spécialiste de la région, mais c'est vrai que la Caraïbe elle est je dirais, plus multiculturelle que l'Amérique latine. On a des pays qui ont été colonies des Britanniques, des Français, de l'Espagne. Et on a la question du Puerto Rico. Donc ça c'est un espace bien multiculturel. Je ne pense pas qu'on a une situation de conflit qui pourrait arriver à des armes, parce que ce n'est pas l'intérêt des personnes là. Les colonies britanniques ils ont une politique vraiment bien alignée au Royaume-Uni, même s'ils sont bien intéressés à développer la CARICOM, c'est la communauté du Caraïbe, même s'ils sont bien engagés dans la projection de l'intégration régionale, dans la CARICOM, dans l'ASC, que c'est l'Association des États du Caraïbe. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours un œil pour ce qui se passe dans le Royaume-Uni, et vous savez, les Royaume-Uni sont des alliés des Américains, les premiers alliés des Américains.
il y a la question aussi de Puerto Rico, mais tout se passe un petit peu par la présence de Trump. Trump à venir un petit peu plus à révolutionner un petit peu les continents. Parce que dans les dernières années d'Obama, et je parlerai un petit peu après pour répondre aux questions du camarade, c'est vrai que Trump, il va venir pour que tout le monde se commence à demander est-ce qu'on a des bons, est-ce que les États-Unis seront les bons partenaires? Parce que Trump, il n'a pas vraiment des alliés, il n'a pas vraiment des amis. Je ne pense pas qu'on a un contexte comme au Moyen-Orient, mais c'est vrai que c'est un scénario intéressant. Puerto Rico, c'est l'exemple le plus important. Il y a Cuba. Cuba était toujours le pays qui a demandé la partie commission des Nations Unies, la commission de décolonisation qui est un petit peu plus il n'y a pas beaucoup de pays qui restent des colonies. Mais nous, tous les ans, nous présentons une résolution à ces commissions-là en demandant que Puerto Rico reste toujours un pays comme une colonie. Même les Puerto-Ricains, parfois, ils ne le font pas. Même les Puerto-Ricains, parfois, ils ne demandent pas son indépendance, mais nous, c'est une tradition historique, hein, Cuba et Puerto Rico ont été les deux pays en sortant de la colonie espagnole dans le début du XXe siècle. La dernière question, le dernier sujet, c'est Obama. Moi aussi, je ne pense pas qu'Obama, c'est... Je ne suis pas... Voilà. Ah, ok. Moi, personnellement, si vous me demandez, moi, sans les micros, sans les caméras, dans un coin dans la salle, je vous dis, bon, je ne me fie pas d'Obama du tout. Hein. Moi, je suis militant de la jeunesse communiste à Cuba. Moi, j'ai passé ma vie en lisant des papiers, des documents de Fidel, des discours de Che. J'ai dit, à les Américains, il ne faut pas les donner un tout petit espace comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours le mettre en perspective. Parce que, bon, on voudrait que les communistes arrivent aux États-Unis, mais ça, c'est pas la réalité. Donc, Obama, c'est vrai qu'il a changé la réactivité à l'égard de Cuba. Et ça, pour l'instant, ça c'est un premier pas. Et après, on a eu la chance de nous asseoir avec lui, personnellement, Raúl Castro, il a eu des échanges avec lui, et lui disant, vous savez que depuis 50 ans, depuis presque 60 ans, vous avez eu l'intention de vous approprier de notre pays. Ça ne va pas aller, hein, ça va pas aller, ça doit s'arrêter. Et pour la première fois, les Américains, ils ont dit, dans la voix même d'Obama, dans son discours de 2017, notre politique à l'égard de Cuba a été un échec. Donc c'est un premier pas important pour nous, qu'un président des Américains, un président de la première puissance du monde, dit en télévision nationale, notre politique à l'égard de Cuba a été un échec et on doit la changer. Il a dit, nous sommes un petit peu reconnaissants pour ces gestes politiques. En diplomatie, tout se passe en question de gestes diplomatiques et des choses comme ça. Et on a établi un dialogue en connaissant nos différences, en connaissant les limites de chacun. Et on a dit les premières et seulement conditions pour le dialogue, c'est que Cuba ne changera pas son système, la nature de son système, pour avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Ça, c'est le seul conditionnement. Donc, on a parlé, on a échangé sur des questions migratoires, parce que nous étions des pays voisins, mais on ne parlait pas de migration. Nous sommes des voisins, mais nous ne parlons pas de la question de la mer qu'on partage, de la question des familles qui a pas mal de Cubains aux États-Unis, des questions de la lutte contre le narcotrafic. Voilà, pas mal de sujets dans lesquels normalement des États se parlent, des États se mettent d'accord pour ces questions. Mais au fond, on sait qu'Obama, il a changé sa vision, il a changé sa politique parce qu'il a, dans un moment donné, il s'est rendu compte que la manière de changer le système politique à Cuba, ce n'était pas par l'agressivité, mais par le dialogue et l'influence des médias. Quel était le premier projet qu'Obama il a pensé à l'égard de Cuba? C'est de l'ouverture des médias américains à Cuba, de nous donner la fameuse fibre optique
pour nous envoyer toute l'information et pour essayer de changer la mentalité des jeunes à Cuba. Donc, nous restons à l'alerte de ces questions-là, mais on ne peut pas les dire avant, on ne peut pas parler avec vous parce que nous savons qu'à la fin, votre intérêt, c'est de nous faire changer notre système. Ça, c'est un défi et une opportunité aussi. Ça, c'est un défi pour qu'on sait quel est le but final, mais une opportunité pour arriver à avoir une relation normale. Parce qu'on a toujours dit avoir une relation normale avec les différences qui sont profondes et qui resteront toujours là, mais une relation normale avec les États-Unis. Un tout petit mot sur le sujet, parce que il y a quand même une chose qu'il faut qu'on sache par rapport à la situation de Cuba et par rapport à la politique de la France. Il y a un plan de développement des infrastructures de transport qui a été lancé à Cuba parmi plein d'autres plans qui ont été lancés pour le développement économique et qui inclut notamment le développement ferroviaire. Et dans le cadre de ce plan de développement ferroviaire, il y a un partenariat qui est travaillé entre la compagnie ferroviaire de Cuba et la SNCF en France. Normalement, on doit contribuer, donc la SNCF, à la rénovation des ateliers d'entretien du matériel à Cuba. On doit commencer par entretenir un lot de pièces pour des locomotives, bon je vous passe les détails techniques. Et en particulier, on devrait pouvoir venir faire venir ces pièces à l'atelier de Vénissieux qui est en construction à côté. Sauf qu'avec le renforcement des lois Helms-Burton, la SNCF est extrêmement, on va dire, en recul sur la signature de ce partenariat, et le gouvernement français, finalement, cède face à la pression des États-Unis, et donc c'est aujourd'hui les États-Unis qui disent à la France et à tous les pays du monde avec qui on peut développer des partenariats ou pas. Donc je pense que c'est important d'avoir cet élément-là, parce qu'une campagne va être lancée, enfin en tout cas au moins par les cheminots, pour essayer de faire aboutir ce partenariat. Et je pense que pour le coup sur Vénissieux, peut-être qu'on pourrait aussi travailler ça, puisque normalement il était prévu qu'une partie des pièces viennent ici. Donc voilà, il faut qu'on se dise, c'est des grands sujets géopolitiques, mais aussi à titre individuel et à titre collectif, quand on s'organise et qu'on mène des batailles, on peut peser modestement sur ce sujet-là. Donc je propose que peut-être on réfléchisse à ça. Bonne proposition.